Bonjour, donc je m'appelle Adrien Cornelissen, je suis journaliste, je travaille sur l'impact des technologies dans le domaine de la création et notamment toutes les mutations engendrées sur le champ des arts numériques, en l'occurrence les mutations écologiques, sociales, économiques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec trois experts sur cette question du coût écologique d'une œuvre XR. Je vais d'abord présenter les intervenants et ensuite on va rentrer dans les débats. Il y aura deux axes que je vais vous présenter. La première personne que je vais introduire, c'est Marc Lopato, qui est cofondateur de Diversion Cinéma. J'ai pris quelques notes parce que vous avez tous un CV qui est assez dense. Marc, tu as cofondé donc, Diversion Cinéma et tu diriges les opérations de recherche et développement. Tu interviens régulièrement en tant qu'expert de la diffusion et distribution des œuvres VR, puisqu'en l'occurrence, Diversion Cinéma, c'est un distributeur d'expériences immersives pour divers secteurs d'activité, notamment muséales, etc., etc. C'est ça, on se définit comme une agence spécialisée dans les installations et les événements immersifs. Et on a également une activité de distribution, tout à fait. Tu peux nous citer une ou deux œuvres phares? Oui, je peux citer une œuvre sur laquelle on travaille en ce moment, qui est une œuvre hybride qui s'appelle Energeia, qui a été réalisée par Hugo Arsac. Une très belle œuvre en nuage de points, avec un discours justement écologique, un petit peu sur l'impact de la production de l'électricité, qui est à la fois dans un masque, mais également avec de la projection. Donc un côté hybride. Un jeune artiste Intéressant. marseillais à suivre. Pardon? Un jeune artiste marseillais à suivre. Tout à fait, exactement. À ta droite, Jean-François Gégaud. Tu es maître de conférence au département Art, Technologie de l'image dans l'équipe de recherche Images numériques, réalité virtuelle, autrement dit INREV, à Paris 8. Et également, tu as la spécificité d'être artiste et chercheur. Tu donnes des cours d'écosophie, d'expérience immersive interactive, et tu t'appuies sur des installations numériques. Tu peux peut-être nous en dire un mot ou deux sur cette pratique hybride? Oui, alors c'est vrai que j'ai un métier hybride. C'est vrai qu'à la fois, j'étudie l'art et l'histoire de l'art et l'évolution de l'art, notamment avec les technologies. Et donc j'enseigne aussi ces enjeux-là, surtout au regard de l'écologie en ce moment. Et en parallèle, donc je propose des projets artistiques, donc des performances ou des installations qui hybrident réalité virtuelle, réalité augmentée notamment. Donc ça, c'est mon médium de création. Et donc, c'est des projets que je fais avec différents collègues, performeurs, aussi bien en musique, ça peut être danse, ça peut être théâtre aussi. Avec une spécificité aussi sur l'écologie, à double titre. Voilà. D'abord dans le master. Oui, alors on est en train de progressivement sensibiliser les étudiants à ces questions-là. Enfin, en fait, concrètement aussi, comment dans les enseignements on peut parler d'écologie. Au sens large, pas juste question environnementale, mais on traite l'écologie aussi mentale et sociétale. J'en parlerai peut-être plus tard. Et sinon, en fait, les projets aussi essayent d'intégrer soit dans le processus de création, soit dans le discours, soit dans le processus de diffusion, les différentes pistes qu'on a sur les questions écologiques. Et le deuxième travail que tu fais autour de l'écologie, de l'impact environnemental, c'est avec le ACNUM, qui est le réseau de la création numérique et des arts hybrides. Voilà, donc avec le réseau, on anime un groupe sur l'éco-responsabilité des arts numériques. Et je fais aussi partie du collectif de l'Université Paris 8, Art Écologie Transition, qui depuis 2016 s'intéresse à ces questions écologiques dans les arts. Et c'est tous les arts, donc pas forcément art numérique, c'est aussi musique, danse, théâtre, philosophie. Ce qui est peut-être d'ailleurs aussi une particularité des arts numériques, le côté hybride, et de voir comment ça diffuse sur d'autres champs disciplinaires. Benoît Ruiz, troisième personne invitée. Je vais lire mes notes parce que pour le coup, les mots sont importants. Expert consultant pour la transition bas carbone et l'atténuation des dommages environnementaux des activités du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais de mon mieux pour réduire l'impact des ICC, donc sur la partie numérique, mais également sur la partie plus physique. Par exemple, je travaille par exemple sur la construction d'un grand studio de tournage à Montpellier.
comment dire, ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai du mal à expliquer. On peut peut-être donner quelques références pour le coup. Le CNC, le ministère belge de la Culture, l'UNESCO, la région Occitanie, la commission de films de Malte, le CNRS. La Commission européenne et tout. Voilà, un CV quand même extrêmement riche d'expérience sur cette question d'impact environnementaux. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas. Okay. Voilà. Une dernière donnée qui est importante, et c'est peut-être aussi à ce titre-là que tu es invité aujourd'hui, c'est les livrables de CEPIR. CEPIR, l'acronyme K d'études pour un immersif responsable, qui est un groupe qui a été monté il y a 3 ans, en 2018-2019, et qui a rendu donc une partie de ses livrables il y a un peu plus d'1 mois, avec l'empreinte carbone d'une œuvre XR, une calculatrice, des recommandations, etc. et des ACV aussi, de divers équipements de la VR. On a 2 participants de CEPIR, Marc légalement. On peut peut-être, après ces présentations, commencer concrètement le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la XR? Pour cadrer le sujet, on parle de quoi quand on parle de XR? Marc. Ouais, je peux en parler, vu qu'on est nous acteurs de ce secteur depuis 2016. Au tout début, on parlait surtout de VR, de réalité virtuelle, puis l'AR, la réalité augmentée, puis la réalité mixte. Donc on a commencé à parler de ça et on a décidé il a été décidé de regrouper ces 3 différentes typologies, technologies sous le terme XR, pour Extended Reality, réalité étendue. Mais c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, Christelle a légèrement changé de titre en parlant d'immersif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de XR, on va parler d'immersif, puisqu'on se rend compte que la projection immersive n'est peut-être pas si loin que la XR, ou en tout cas, beaucoup d'œuvres peuvent passer d'un côté ou de l'autre. Et donc, on considère, enfin, nous, en tout cas, en tant qu'entreprise, on se considère comme un des acteurs du secteur immersif. On parle de mapping, de full dome. Exactement, tout à fait, évidemment, full dome, que j'aurais dû citer. Cadrons spécifiquement peut-être sur ces 5 technologies, mapping, full dome, et puis ensuite, réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle. Maintenant, sur l'écologie, est-ce qu'on parle d'impact environnementaux, environnement, écologie, durabilité? C'est quoi ces différentes notions et appliquées au champ des arts? Les Anglais, eux, ils parlent toujours de sustainability et ça recoupe tout. Alors en fait, nous, dans CEPIR, l'angle d'évaluation de l'impact de la XR au sens large, nous, c'est lié à la soutenabilité. Alors la soutenabilité, qu'est-ce que c'est? La soutenabilité, ça consiste à préserver l'environnement, à préserver les frontières des limites planétaires pour pouvoir léguer aux générations suivantes suffisamment de ressources pour que leur bien-être soit au moins égal au nôtre. Donc là, on voit, il y a un côté physique, il y a un côté sociétal, il y a un côté économique. Et le but, c'est de faire entrer dans la XR et voir si la XR, elle peut rentrer dans ce stock fini de ressources et d'impact qu'on peut encore continuer à émettre. Et donc, voilà, voir est-ce que la XR, elle est viable et elle est pérenne sur le long terme. Ça donne déjà une dimension politique des choses. D'une certaine façon, c'est les orientations politiques qu'il faut faire quand on parle de soutenabilité, durabilité. En fait, ça part vraiment d'un constat physique, en fait. Tout simplement, un casque VR, une exposition immersive, ça va entraîner tant de dommages voilà, tant de dommages, tant d'impact, et on a un stock qui est vraiment fini. Et donc là, je vous racontais avant le début du meeting, enfin de la table ronde. Donc moi, j'enseigne en master de création numérique, et cette année, cette semaine, j'ai décidé de leur faire le bilan carbone et une ACV screening en fait de ACV, analyse de cycle de vie, voilà, du master. Et donc, en termes d'émissions carbone, en fait, le master, il émet une 20aine de tonnes de CO2 par an. Donc, il y a 19 étudiants, bon, voilà. Et le total, ça représentait un peu plus de 2,5%, enfin de 2 fois et demi la consommation d'une personne moyenne en France.
Et on a fait cet ACV screening et en fait, on s'est rendu compte que la consommation d'eau, elle était équivalente à la consommation moyenne de 1072 personnes. Et la consommation moyenne d'une personne en France, elle est de 53 mètres cubes par an, 53 000 litres d'eau. Donc en fait, là, on parle beaucoup de changement climatique, mais c'est vraiment qu'un aspect du problème. Et il y en a 16 autres, en fait. Il y a 16 impacts totaux. On va en parler dans quelques minutes. Je veux bien entendre Jean-François quand même sur ces différentes notions, environnement, durabilité, soutenabilité. Oui, alors j'ai amené quelques slides. Je ne sais pas si on peut diffuser l'image que j'ai à l'écran en direct. Super, merci. C'est un dessin qui a été fait par ma collègue Anne-Laure Georges-Molland, qui dirige le master de création numérique à Montpellier 3, l'université de Montpellier 3. Et en fait, quand on s'est posé la question tous les deux en 2021, finalement, c'est quoi l'impact carbone de notre pratique de l'art numérique, notamment de la réalité virtuelle, qui utilise des cartes graphiques dernière génération, parce qu'on fait du travail en temps réel, donc ça demande plus de puissance de calcul notamment. En fait, on s'est dit, mais en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, parce que de faire face à cette question-là, c'est que notre médium est fondamentalement pas durable pour plein de raisons énergétiques, terres rares, etc. Et donc, ça nous a fait poser la question de la posture à adopter face à ce paradoxe, en fait. Comment gérer le fait d'être un créatif qui utilise des outils qui sont quelque part en opposition avec nos valeurs personnelles. Parce qu'elle et moi, on est très conscients des enjeux écologiques. Et en fait, on s'est retrouvés assez décontenancés face à l'ampleur de la tâche. Et donc, ça nous a amené à se poser la question de la posture à prendre. Donc là, j'ai listé 5 postures que j'ai identifiées de mon côté. Soit on continue de créer comme avant, et donc on consomme de l'énergie et des terres rares et du matériel. On est en l'obsolescence programmée, etc. On pourra peut-être en parler plus tard aussi. Et dans ce cas-là, on est dans une optique de productiviste, en fait, qui s'inscrit dans un système capitaliste où il faut continuer de produire, sinon le système ne fonctionne plus. C'est un système dans lequel on est. Voilà, c'est le système dans lequel on baigne tous. La Terre entière baigne actuellement, même si certains pays ou certains groupes de personnes essayent d'imaginer d'autres modèles. Et donc justement, ces autres modèles, il y a plein de choses qui existent. On parle de durabilité ou de production durable. Donc ça, c'est souvent de l'écologie dite gestionnaire, pour reprendre le terme du philosophe Yves Citon. L'idée de l'écologie gestionnaire, c'est qu'on mesure tout par des plans, et ça se résume à la fin par planter des arbres pour compenser notre bilan carbone. Ce qui est quelque part une version très stéréotypée de vouloir rendre vers la production. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas la solution. Ça ressemble à de l'optimisation finalement. C'est de l'optimisation, c'est de la compensation, mais de façon complètement disproportionnée. Enfin, de faire un vol en avion et de faire planter 10 000 arbres pour compenser le vol qu'on a pris, est-ce que ça a vraiment un sens, quoi. Et donc les autres optiques qu'on a observées, c'est de pouvoir, pourquoi pas, décroître. Alors le mot décroissance est parfois un peu mal pris, dans le sens où on a l'impression qu'on va perdre en confort, on va changer nos habitudes. Donc on parle plutôt de post-croissance, voilà, pour dire que c'est vraiment une alternative. Donc c'est tout ce qui est système dit de mutualisation, de penser différemment les choses. Voilà, donc on pourra aussi en parler après. Et les deux derniers, c'est bifurquer, c'est-à-dire se dire je ne crée plus d'art numérique, où je trouve d'autres médiums pour avoir le même discours ou créer, ou diffuser des imaginaires, mais sans technologie par exemple. Et enfin, l'ermitage, faire une pause et reconsidérer sa pratique. Et tu l'as dit d'ailleurs, c'est souvent des discours qui sont difficilement entendables sur le fait que la culture, la création construit des imaginaires et que ces imaginaires sont nécessaires justement à faire émerger des nouveaux modèles. C'est une posture qui est assez difficilement entendable par beaucoup d'acteurs et d'actrices. En fait, le rôle de l'art dans nos sociétés est parfois pas identifié. En fait, on ne se rend pas compte que finalement, quand on s'est retrouvés tous enfermés chez nous en 2020, notre seul échappatoire, c'était les imaginaires. Donc le streaming a sauvé pas mal l'écologie mentale de la population, quelque part. Après, je ne dis pas qu'il faut faire que des œuvres en art en streaming. Mais Pour le meilleur et pour le pire, on dira. Je veux bien qu'on revienne, Benoît, spécifiquement sur la notion de limites, et notamment de limites planétaires, les 9 limites planétaires. On en a dépassé 6. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce concept et qu'est-ce qui permet de comprendre sur justement peut-être limites planétaires vs décarbonation, puisque là aujourd'hui on va beaucoup parler de décarbonation. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors les limites planétaires, en fait, ça traduit en fait les services que nous rend la Terre
par exemple sur l'oxygène, le cycle de l'eau douce, sur les sols qui sont disponibles, sur la biodiversité. Et donc ça le traduit en frontières, c'est-à-dire il y a un seuil physique, quantitatif, qu'il ne faut pas dépasser. Et donc en fait ce qu'on a constaté, c'est que là à l'heure actuelle il y a 6 limites sur 9. L'érosion de la biodiversité, le changement climatique, l'affectation des sols, le cycle de l'eau, les cycles biogéochimiques en fait, de l'azote et du phosphate des sols qui ont été dépassés. Voilà. Donc ce qui n'a pas encore été dépassé, c'est l'acidification des océans, l'ozone stratosphérique et les aérosols dans l'atmosphère. Bon, c'est un peu technique, c'est la physique. Mais voilà, donc on a dépassé 6 sur 9. Et en fait, donc on vit à crédit, quoi. Donc on vit à crédit. En l'occurrence, quand on parle du carbone, on parle du changement climatique, donc oui, on parle d'une du seule changement limite planétaire. climatique. Donc décarbonisation, c'est juste en fait la limite planétaire sur le changement climatique. Ça donne quand même une difficulté aussi à cadrer le sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'impact, notamment des travaux qui ont été réalisés, des premières études. Ça veut dire que potentiellement, on peut pondérer aussi tous ces résultats, ou du moins le travail qui va être fait dans les années suivantes, on peut le pondérer par rapport à l'une des limites planétaires qu'on prend. Exactement. Lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie, en fait, on a le stock. On a le stock de limites, on a la frontière. Donc, par exemple, on ne doit pas émettre plus de... au niveau mondial, je crois que c'est 450 milliards de tonnes de CO2. Et chaque année, on en brûle environ 45 milliards. Donc, il nous reste 10 ans pour être en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Et ça, c'est valable pour toutes les limites, en fait. On a une limite quantifiée. Et donc, tous les secteurs d'activité, ils tapent dans ces limites. Et donc, on doit arriver à rentrer dedans. Et la plupart ne sont pas renouvelables, en fait. Voilà, à part l'eau douce, c'est pas renouvelable, en fait. Ouais, et sur le sujet de la décarbonation, en l'occurrence, il y a des objectifs à 2030, 2040, 2050, avec le fameux objectif en 2050, le zéro net carbone. Ouais. Nous, donc en fait, l'objectif, c'est moins 45% d'émissions de GES entre 2015 et 2030, en fait, pour le numérique. Et nous, à CEPIR, en fait, on a calculé quel est le budget carbone numérique individuel par personne en France et à l'international. Donc en fait, ce budget par utilisateur en France, il était en 2022 de 256 kg de CO2, et en 2030, on doit être à 210, et en 2050, on doit être à 136. Source ADEME, c'est ça ? Non, c'est source ADEME-ARCEP, et donc on a fait des recalculs pour l'avoir par personne. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a déjà beaucoup de chance, parce que ce budget numérique individuel, il est beaucoup plus faible à l'international. Pour 2030, il est de 53 kg, et pour 2050, il est de 28 kg. Voilà, donc... C'est des chiffres qu'on vous redira, mais ils sont aussi à mettre en perspective, par exemple, avec l'émission carbone d'un casque VR, qui est à peu près de 19 kg par an. Un peu plus sur le CEPIR, non ? Alors, 19 kg par an, mais sans compter les data centers et les réseaux. Voilà. Juste le casque, en fait. Donc, le casque et deux manettes. Presque d'une certaine façon, on aurait grillé son 10%. On aurait grillé son quota carbone avec la consommation. Alors, typiquement, en fait, lorsqu'on la XR va consommer 48 kg de CO2 à peu près, un scénario moyen en 2023. Donc ça, oui, par an. Donc, ce qui veut dire que c'est environ 25% de son budget. On va revenir sur tout ça. Je veux bien entendre Jean-François et Marc sur les postes carbone. De quoi on parle concrètement quand on est une agence ou quand on est un artiste? De quoi on parle en fait en termes de postes carbone? Alors moi je vais avoir une approche un peu plus macro, peut-être après si tu veux bien parler sur les choses plus terrain. Je veux bien montrer un slide aussi que j'ai à l'écran ici. En fait j'ai repris cette image du rapport du GIEC, donc le fameux rapport qu'on a entendu parler dans les médias, le ICCP en anglais. Qui fait plus de 3000 pages, donc c'est un rapport qui est compliqué à aborder, mais il y a des synthèses accessibles, tout est en accès libre sur Internet, et donc il y a aussi des images, donc j'ai repris ici une illustration qui me paraît assez claire des impacts à gauche de l'activité humaine sur la Terre, et à droite de finalement toutes les solutions qui existent et qui sont identifiées. Moi, ce qui m'a sidéré dans ce rapport, c'est que la culture et l'art sont quasiment inexistants. Il n'est pas question de ces enjeux, à part éventuellement la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité ou de certains sites archéologiques.
Mais alors les enjeux, qu'est-ce que les artistes pourraient proposer, les imaginaires qui pourraient être mobilisés, des solutions qui pourraient être imaginées différemment que par des solutions d'ingénierie, n'apparaissent pas. Et donc j'ai fait 2 grands cercles sur ce dessin en disant ok, nous, en tout cas dans notre secteur de la création numérique et plus spécifiquement de la création numérique avec des outils d'XR, il y a au moins 2 endroits où on pourra, on va dire, être levier, entre guillemets, même si c'est un terme un peu particulier utilisé dans ce contexte. C'est les questions de l'énergie et des matériaux, donc c'est ce qui est entouré en haut, et la question du bien-être humain, parce que finalement, ces créations qui sont faites en XR mobilisent aussi l'écologie mentale. Et donc si déjà, en fait, je parle d'écologie mentale au regard d'un concept philosophique qui s'appelle l'écosophie, qui relie 3 écologies. Et donc le postulat de l'écosophie, donc ça vient de 2 philosophes. Le premier, c'est Arne Naess, qui est dans les années 70 a identifié que l'homme ne se situerait pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais bien en interrelation avec d'autres espèces, ce qui est repris par le philosophe Philippe Descola. Et la deuxième chose, c'est Félix Guattari, philosophe français, qui a proposé le concept d'écosophie sous le nom de 3 écologies, en expliquant que finalement la question environnementale ne serait résolue que si elle est traitée de concert avec l'écologie sociétale, donc comment on vit ensemble, comment on collabore, comment on fait société. Et pour que cette écologie collective fonctionne, il faut déjà que l'individu soit bien quelque part dans sa peau, dans sa tête, etc. Donc c'est l'écologie mentale. Et donc quand on parle d'écologie, en tout cas moi quand je parle d'écologie, je m'adresse aux 3 types d'écologie, parce que finalement la question environnementale, si déjà à titre individuel on n'arrive pas à payer son loyer, se nourrir, les enjeux écologiques derrière vont jamais pouvoir être questionnés, testés et mis en œuvre. Donc voilà, je pense que sur ces enjeux écologiques par rapport aux considérations mondiales que l'on voit dans le rapport du GIEC, la question du bien-être humain devient centrale. Oui, ça c'est la toile de fond et effectivement c'est important de le rappeler. Sur l'aspect artistique, est-ce qu'il y a des postes, on a évoqué tout à l'heure la dimension entre nous en coulisses, sur la dimension production, diffusion, conservation. Est-ce qu'on peut essayer de citer un peu les principaux postes ou comprendre un peu en fait où est-ce qu'on pollue d'une certaine façon? Tu veux dire un mot? Ouais. Bon, nous on est donc diffuseur, distributeur d'œuvres de réalité immersive, on a de réalité virtuelle. On a fait notre bilan carbone l'an dernier. C'était motivé notamment par le travail du CEPIR, ou en tout cas ce qui était à l'origine du travail de CEPIR, par Landia et Amaury, qui ont fait une œuvre pour essayer d'illustrer une œuvre immersive qui essaie d'illustrer Okawari, qui essaie d'illustrer un petit peu l'impact que la production immersive a et la diffusion a. Et ça nous a motivés pour nous questionner sur ces questions. On a commencé à faire on a fait donc un bilan. On a été assez surpris de ce bilan parce qu'on s'est rendu compte que le premier poste d'émission, comme une petite entreprise de 10 personnes, c'était en fait nos voyages professionnels. Alors, les déplacements? Les déplacements, exactement. Et en fait, c'est surtout nos voyages en avion. On savait évidemment qu'on avait un impact là-dessus, mais on n'imaginait pas que ça allait être le premier poste de notre activité. Puis ensuite vient le deuxième poste, qui est le matériel qu'on revend à nos clients. En fait, on fait pas mal d'installations pérennes pour nos clients, donc on a ça. Puis le troisième poste, c'est tout le matériel qu'on utilise pour faire nos prestations, tous nos masques, nos ordinateurs, etc. Ça, c'est que le troisième poste. Et moi, j'avais en tête l'impact plus de l'utilisation des serveurs, du cloud, avec toutes les expériences qu'on doit télécharger, qu'on doit envoyer, etc. Mais l'infrastructure. L'infrastructure, mais au niveau du carbone, c'est en fait tout petit. Mais donc ça m'a ouvert les yeux sur une chose, notamment avec le travail du CEPIR, c'est qu'il faut aller regarder les autres impacts, donc l'utilisation de l'eau, les terres rares, etc. Et c'est pas simple. Tout à l'heure, en parlant avec Benoît, il m'a ouvert les yeux aussi sur la complexité de la chose. Lui aussi évoque cela dans son propre travail. Je pense que c'est vraiment pas simple de regarder ça. Après, il y a une autre problématique qui est loin d'être évidente, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de contraintes. En tant qu'entreprise privée, on n'a aucune contrainte qui nous impose d'avoir un impact inférieur à telle ou telle valeur.
Donc il n'y a que notre bonne volonté qui va faire en sorte qu'on va qu'on va avancer sur ces questions-là. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier, à remercier le festival d'organiser ce genre de conférence, parce que ce genre de conférence, c'est l'occasion de parler, de partager, mais aussi de se dire, ouais, bon, faut que je me motive, faut que j'y aille, même si j'ai pas forcément d'obligation à faire ça, parce qu'évidemment, quand on dirige une entreprise, il y a énormément de choses qu'on doit faire. Il faut faire vivre l'entreprise, il faut penser au bien-être des salariés, il faut penser Il n'y a pas forcément de responsable de la RSE ou du moins de la compatibilité écologie et XR. Ça n'existe pas encore. Ouais, bon, s'il y en avait un, je pense que j'aurais ce rôle, mais en tant qu'également dirigeant, et ma sœur qui est dirigeante, je suis co-dirigeant, ne me dit pas, ouais, il faut absolument mettre en place ça pour réduire notre impact carbone ou notre impact d'utilisation d'eau, parce qu'il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Et on doit avant tout penser à la survie de l'entreprise et au bien-être des employés, à l'évolution commerciale, etc., à la stratégie. Et il faut, je pense, clairement le CEPIR, ce genre de moment pour essayer d'avancer ensemble. Et également, il faut qu'il y ait, je pense que le CEPIR avance là-dessus aussi, pour essayer de faire avancer le CNC sur ces questions. Ecoprod, qui existe aujourd'hui, qui fait pas mal de choses au niveau du cinéma, il faut que ce soit étendu à des secteurs comme la XR. On parlera tout à l'heure des enjeux de structuration qui sont effectivement aussi assez vertigineux. Peut-être sur Okawari, puisqu'on l'a cité, le bilan carbone d'une œuvre XR, c'est une initiative qui est très nouvelle. Il n'y avait pas forcément ces données, et en l'occurrence, c'est l'un des aspects des livrables de CEPIR. Est-ce qu'on peut dire combien une œuvre XR comme Okawari? Alors, j'ai plus le chiffre. Est-ce que tu as le chiffre en tête? Je n'ai pas le chiffre non plus. J'ai le chiffre en tête. On va se faire engueuler par l'Andia. C'est 53 tonnes. Oui, entre 49 avec 49 et 60. Ouais. Cette perspective qui est aussi, encore une fois, une complexité supplémentaire d'inclure les déplacements des festivaliers. Enfin, c'est pas une contrainte supplémentaire en fait. Ça fait partie du périmètre réglementaire d'un bilan carbone. Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est l'Andia qui est à l'origine du projet CEPIR. Et en fait, elle devait aller en Australie pour présenter Okawari. Et en fait, elle s'est rendue compte que le déplacement en avion, ça allait rentrer ça rentrait en fait dans l'impact de fabrication, dans l'impact de son travail. Et là, elle s'est dit, oui, non, peut-être qu'il faut creuser davantage, en fait. Et donc, elle a rencontré Marie-Véronique, qui est une des meilleures expertes françaises du bilan carbone. La coopérative carbone. Voilà, ouais, la coopérative carbone. Et avec Marie, on travaille ensemble depuis longtemps. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis arrivé sur le projet. Et donc, elle a commencé à se dire, ouais, mais donc la XR, ça correspond à quoi voilà. Et donc, de mettre en regard l'impact avec l'utilité et, comme dit Jean-François, le sens aussi. Quel est le sens de ce qu'on fait? Voilà. Ouais, je crois que c'est à peu près, de mémoire, 20% des émissions carbone qui sont dues à la production et le reste après sur la distribution, donc la diffusion. Ça, c'est une donnée qui est intéressante aussi. En fait, comment dire, si on segmente pour une œuvre XR, si on segmente entre la fabrication, la distribution et la consommation, voilà, il y a un impact croissant, mais en fait, c'est les choix qui vont être faits au niveau de la fabrication qui vont impacter et la consommation et la distribution. Si par exemple sur l'application, vous avez un build, une application XR, vous avez un build qui est extrêmement important, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais on va dire, je sais pas, 20 gigas. Si par exemple vous avez un build de 10 gigas, en fait, tout de suite, ça va diminuer l'impact de la distribution et ça va diminuer l'impact de la consommation. Donc, c'est tous les choix de fabrication qui vont être essentiels. C'est ce qu'on appelle des effets rebonds. Alors, les effets rebonds, c'est pas tout à fait ça. Les effets rebonds, c'est en fait, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on améliorait l'efficacité énergétique matière, l'efficacité énergétique d'un process, en fait, on assistait à soit une stabilisation de l'impact, soit un peu plus. Par exemple, un truc facile à comprendre, une 2 chevaux, elle consommait 4,5 litres au 100. D'accord ? Et maintenant, on a des moteurs qui sont vachement plus performants et tout, et qui consomment 4 ou 5 litres au 100.
mais en fait, c'est dans des SUV qui font Plus lourd. 1 tonne 500, alors que la 2 chevaux, elle faisait, je sais pas, 400, elle faisait même pas 500 kilos. C'est le rapport poids-émission. Voilà. Et donc, en fait, chaque fois qu'on facilite l'accès à un produit, on diminue son impact, ben, tout de suite, en fait, on se rend compte qu'il y a une hausse, des impacts derrière. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Ok, j'aimerais bien entendre Jean-François sur, notamment en tant que participant ou pilote du groupe éco-responsabilité au sein d'ACNUM, et notamment des initiatives qui sont prises dans des collectifs d'artistes, dans des studios. Je pense notamment au studio Le Mercier qui est à Bruxelles. Et après une discussion avec Johanny Le Mercier, il me disait que son plus gros poste carbone, c'était la passoire thermique de son studio. En fait, c'était le fait de mal avoir isolé son studio. C'est quand même intéressant, ça aussi. Comment on calcule, et est-ce que tu peux nous en parler aussi au sein du groupe éco-responsabilité? Alors, au sein d'ACNUM, donc, je co-anime le groupe avec Vianney Quignon, je précise quand même. On a trois pôles pour réfléchir en fait à ces questions. Donc les enjeux de pratique, alors dites bonnes pratiques ou pratiques alternatives pour pouvoir produire des œuvres et les diffuser différemment. Les enjeux des imaginaires. Voilà, qu'est-ce que les artistes identifient un peu les territoires d'imaginaire qui sont traités sur la question écologique. Et le troisième, c'est les enjeux de formation, comment déjà nous on se forme nous-mêmes et comment on donne accès à de la formation aux différents publics, donc que ce soit producteurs, créateurs, diffuseurs et grand public. Donc ça, c'est nos actions, on va dire, globales au sein d'ACNUM. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pu faire intervenir Johanny Le Mercier au sein du collectif Art Écologie Transition. Et il expliquait effectivement qu'il a, avec Juliette Bibas, donc qui sont tous les deux au studio Le Mercier, ils ont fait un travail de fond, à la fois sur leur démarche artistique. Johanny s'est rendu compte qu'il était à quelques kilomètres de la plus grande mine de lignite, qui est du charbon, voilà, à ciel ouvert d'Europe, où on peut faire entrer la taille de Paris, hauteur comprise, dans le gouffre qui a été creusé. Et cette mine, en plus, est en train d'avaler des villages entiers, détruire des bâtiments historiques. Donc Johanny a à la fois témoigné en fait, de la destruction de ce patrimoine et met en place, du coup, avec ses outils de projection lumineuse, aide des groupes activistes à avoir des messages plus forts. Il a réussi à projeter des logos de collectifs sur notamment Buckingham Palace ou le Parlement de Bretagne dernièrement. Donc il utilise en fait la caisse de résonance médiatique pour pouvoir sensibiliser à ces enjeux locaux. Et à côté de ça, il a fait la mesure carbone de son propre studio. Donc effectivement, il y a le transport, c'est un des points essentiels, de transporter les œuvres, transporter les équipes. Donc il a mis en place, avec Juliette Bibas, des process de commissariat d'exposition et de diffusion des œuvres où ils peuvent faire construire à distance. Ils essaient de prendre le train au maximum. Si jamais l'exposition est à l'autre bout du monde, ils essayent de négocier que l'exposition soit diffusée dans des festivals autour ou des territoires autour pour vraiment que le déplacement ne soit pas juste pour un aller-retour de quelques jours dans le pays en question. Et enfin, il a identifié que son studio était très mal isolé et donc il a mis beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire, à l'isoler pour du coup avoir moins de besoin de chauffage. Et donc, on va dire au bout de chaîne, c'est l'économie d'énergie aussi, électricité, etc. Et d'ailleurs, cette question d'énergie aussi, elle est questionnable. Comment elle est produite, où elle est produite. En fonction des pays, c'est évidemment des productions, un mix énergétique qui est très différent. Ça aussi, ça donne de la complexité et du fil à retordre d'une certaine façon. L'impact d'une œuvre produite ou diffusée, une œuvre XR, en France ou aux États-Unis ou en Chine, n'est pas du tout le même parce qu'en France, on a de l'énergie principalement nucléaire, qui est considéré comme bas carbone, mais bon, on connaît aussi les problèmes à très long terme qui peuvent apparaître. En tout cas, c'est des choix politiques. Ça amène à des choix politiques. Alors qu'aux États-Unis ou en Chine, c'est beaucoup de centrales encore à charbon ou à pétrole. Donc l'impact carbone est d'un coup multiplié par... 60 en France, ouais. Et 450 en Chine, et environ 500 aux États-Unis. Mais 16 en Norvège. Est-ce que, après avoir fait ce panorama, évidemment, on vous invite à aller voir les livrables de plusieurs études, CEPIR, une étude préalable aussi, qui n'avait rien à voir avec CEPIR, mais avait été faite 2 ans auparavant par Stérolux et le collectif Cheval Vert, qui était intéressante aussi, sur l'ACV d'une œuvre d'art, qu'est-ce qu'elle consomme, etc. Des livrables qui sont complètement accessibles, open source,
pour Sepir. Une fois qu'on a évalué un petit peu cet impact, parce que j'ai l'impression que la photographie c'est une étape indispensable, on fait la photographie, on se met d'accord sur la méthodologie, on fait la photographie et maintenant on passe à l'action. Alors comment on passe à l'action? C'est quoi les leviers de passage à l'action? D'un point de vue structurel et d'un point de vue individuel. Question ouverte, on voit ce qu'on en fait, question ouverte. Point de vue individuel, dans le Sepir, en fait, on a fait un petit outil pour que chacun puisse calculer son empreinte numérique individuelle. Donc, vous rentrez en fait le type d'équipement que vous avez, une tablette, une télé, etc. Et ça vous calcule en fait le poids, votre poids carbone qui intègre les data centers et les réseaux. Et donc, j'ai fait ça à mes étudiants aussi, Paul Valéry. Et donc, en fait, il y en a qui arrivent à être dans les 210 kilos pour 2030 assez facilement, et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus il y a un empilement de supports numériques, en fait, d'outils numériques, de devices numériques, et avec des services numériques utilisant beaucoup de données, il y a un empilement en fait qui nous empêche d'être soutenable. Alors que si on se contentait peut-être d'un smartphone, d'un laptop, si on n'avait pas de télé, parce que la télé ça pollue beaucoup, parce que la pollution est fonction de la taille et du poids des objets. On s'en sortirait. Alors, est-ce qu'un casque VR, est-ce que la XR, elle peut rentrer dans ce budget soutenable? Peut-être, si elle remplace d'autres choses, par exemple, si elle remplace les ordinateurs, les télévisions. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr, parce que tout ce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un empilement des devices, et ils ne se remplacent pas les uns les autres, ils s'ajoutent en fait. Voilà, donc on calcule à l'échelle individuelle. C'est quoi les autres leviers? D'une certaine façon, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, sur l'aspect réglementaire et législatif. Est-ce que c'est la contrainte des acteurs d'industrie culturelle et créative qui fait qu'on passe à l'action ou on passe à l'échelle? Ouais, je pense que il y a la contrainte, mais il y a aussi des mécanismes. Dans le secteur des ICC, le CNC est très présent, en tout cas pour tout ce qui est audiovisuel, et l'éco-conditionnalité qui est en train d'avancer, mais je pense qui va être un point hyper important. Et c'est le cas par exemple pour les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, pour avoir une aide du CNC, le dirigeant de l'entreprise qui demande l'aide est obligé d'avoir fait la formation sur les VSS. Typiquement, on devrait avoir un mécanisme comme ça, avec une éco-conditionnalité qui nous oblige, dans un premier temps, à faire un bilan, à être conscient de l'impact qu'on a, et pour chaque projet qui est présenté, faire ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, nous, pour parler un peu plus de ce qu'on fait, comment on passe à l'action, je pense qu'on a un modèle où on réutilise beaucoup le matériel qu'on a. On est capable d'amortir. Enfin, ça fait sens économiquement d'acquérir du matériel, de l'utiliser le plus possible, de l'amortir autant qu'on peut. Après, je pense que je disais tout à l'heure, il y a les déplacements professionnels qui sont très importants, et je reviens à ce que tu disais également, à ce que Joanie Le Mercier visiblement fait, mais clairement réfléchir à chaque voyage en avion qu'on va faire, le distanciel. Il y a des festivals par exemple qui m'ont demandé d'intervenir, d'être membre de jury, qui m'ont dit viens 4 jours à Hong Kong pour être le jury du festival. Je leur ai dit écoutez, non, en fait je ne vais pas venir 4 jours juste pour être jury du festival, les œuvres je peux les voir chez moi et on peut faire des rendez-vous en distanciel, et ça a très bien fonctionné. Et clairement, au niveau du carbone, je pense que chaque voyage en avion peut avoir un impact relativement important. Après, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est la communication. C'est communiquer aux pairs ce qu'on fait, les difficultés qu'on a, des initiatives de mutualisation de matériel, et ça rentre du coup dans le cadre de communication avec les pairs. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour faire avancer les choses? Là, il se trouve qu'on a... On a une position un peu particulière, vu qu'on a beaucoup de matériel, on va le mettre à disposition de nos clients qui vont pouvoir l'utiliser pour un certain nombre de choses. Et notre action aussi on est beaucoup plus sur la diffusion physique des œuvres que sur la diffusion en ligne.
par nature, une diffusion physique veut dire qu'un lieu va... Des déplacements aussi. Ça demande des déplacements. Ça demande des déplacements. Au moins des festivaliers ou des visiteurs, Alors, des oui, spectateurs. tout à fait, dans le cadre des festivals, absolument. Là, je parlais plus de, par exemple, on équipe des cinémas aux Pays-Bas. Les habitants des villes où ces cinémas sont équipés n'ont pas forcément besoin de s'équiper de masques chez eux pour assister à des œuvres. Ils vont se rendre au cinéma qui est au coin de leur rue et ils peuvent voir des œuvres. Et les masques qui sont dans ces cinémas vont être utilisés beaucoup plus que des masques individuels. Je pense là, on parle également de mutualisation du matériel. Ouais. En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est la difficulté, si on compare avec un secteur il y a quelques années qui n'était pas forcément structuré, celui des déchets, où on a eu aussi des opérateurs de déchets et une vraie puissance industrielle d'une certaine façon. Le 3R, là pour l'instant, il n'y est pas. Hein. Le réduire, recycler et réparer, il n'y est pas. Ça demande vraiment une structuration de filière. Ça demande de pouvoir se rencontrer, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant des acteurs. Ça demande peut-être aussi une démarche de lobbying, c'est-à-dire faire entendre sa voix par rapport à des intérêts de certains géants qui ne seraient pas forcément les intérêts de d'autres, en tout cas qui iraient dans le sens de l'éco-responsabilité. Oui, non, comment vous réagissez par rapport à ça? Sur la structuration de la filière, vraiment au sens lobbying, activité. De toute façon, macro, moi ce que j'ai identifié, c'est que les 2 points assez importants, c'est mutualisation, parce que finalement, tout matériel qui n'est pas produit, c'est des déchets en moins. Donc ça peut être mutualisation de dispositifs XR, mais ça peut être aussi la question des festivals. Quand on fait déplacer 1000 ou 2000 personnes dans un site pour un festival, il y a pas mal d'initiatives là qui se font de covoiturage, vraiment d'acheter le billet du festival et d'avoir dans le billet offert un covoiturage ou une réduction sur une plateforme de covoiturage. Donc voilà, il y a des choses en fait dans la mutualisation qui pour moi sont essentielles. Et le deuxième point, c'est l'accessibilité. Aussi bien en termes d'écologie mentale, d'inclusivité, etc. Mais pour reprendre la comparaison que tu as fait avec les 3R, ou plutôt la gestion des déchets, où il a fallu mettre en place des infrastructures, ce qui fonctionne, c'est quand localement c'est mis en place et que si je n'ai pas accès à une déchetterie à moins de 50 km, je ne vais pas y aller. Et donc, cette notion de rendre accessibles les choses, pour moi, c'est un des leviers hyper importants dans cette question-là. Alors, je rajouterai à la mutualisation et à l'accessibilité l'allongement de la durée de vie des devices, parce que c'est ça qui pèse le plus. Par exemple, pour faire un casque OLED, l'impact de fabrication, c'est 90 kg de CO2. Pour l'Apple Vision Pro, c'est 207,7. Voilà, donc plus on va augmenter la durée de vie, plus ça va permettre justement de lisser cet impact sur le temps. Après, on parle beaucoup de recyclage, mais ce qu'il faut parler de réutilisation beaucoup. Voilà, de reconditionnement, ça c'est extrêmement important. Et le dernier point, en fait, peut-être sur lequel il faut insister, c'est je viens de perdre l'idée que j'avais. Voilà, ça ne va pas du tout. Mais je peux peut-être te relancer quand même sur les déchets, c'est-à-dire que d'une certaine façon, si on continue de réfléchir sur ces questions de déchets, là on est quand même sur des déchets électroniques. Ça veut dire aussi, je ne parle même pas des questions de souveraineté, mais d'une production qui est pour le coup sur des composants extrêmement petits où on n'a pas forcément accès aux pièces. En tout cas, Marc, c'est ce que tu me disais sur ton parc d'équipement. Nous on veut bien réparer, mais comment on fait pour réparer? On peut pas, quoi. Même l'accès aux machines à l'intérieur ou aux composants est impossible. Voilà, j'ai retrouvé mon idée. En fait, l'idée, donc, il y a cet aspect recyclage, l'impossibilité d'avoir des pièces détachées. Donc, en fait, il faut cannibaliser les anciens matos, faut les conserver. Mais il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est de développer, d'être multiplateforme, en fait. Parce que si on développe que sur une plateforme, parce que là, en fait, tout le monde va vouloir développer sur Apple Vision Pro, et le problème, ça va entraîner l'obsolescence matérielle, en fait, des autres devices. Et là, ça, c'est un effet dévastateur, en fait, sur l'empreinte, parce qu'on a utilisé beaucoup de ressources pour faire ces casques VR et ces manettes, et elles vont être utilisées. Donc, bien sûr, on va pouvoir les recycler, mais recycler, ça coûte de l'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une filière de recyclage qui se monte uniquement quand c'est rentable. Donc, pour l'argent, pour l'or, un peu pour le cobalt et encore voilà, pour le cuivre, et puis c'est tout. Et la majeure partie des composants ne sont pas récupérés.
Et j'aimerais ajouter en fait sur la question des imaginaires, parce qu'on n'a pas vraiment parlé des enjeux esthétiques ou artistiques des œuvres, c'est que finalement les œuvres elles-mêmes en fait ont un discours, proposent des solutions, soit dans leur démarche, soit dans le fait que l'histoire qui est racontée nous sensibilise à ces questions-là. Et en fait, pour moi, c'est un des enjeux aussi, c'est est-ce que l'œuvre qui va être produite déjà a un sens d'être faite en XR. Si c'est par exemple juste un film en mode traditionnel cinématographique, de le diffuser dans un casque s'il n'y a pas d'intérêt d'immersivité, 360, et dans ce cas-là, il vaut mieux le diffuser sur des médiums classiques, cinéma ou VOD ou streaming. C'est un peu le risque avec les arts numériques ou la technologie, c'est la surenchère de la technologie. C'est ça. Qui est aussi corrélée à ce nous on en a discuté tout à l'heure un petit peu en coulisses, au technosolutionnisme, c'est-à-dire à chaque fois de créer et puis on trouvera un peu l'usage ou on trouvera un petit peu la finalité. Ou une solution à l'écologie en l'occurrence. En fait, c'est le paradigme, on est dans une économie de l'expérience. Tout est expérience en fait. Et on est même au-delà de ça, c'est que même la publicité s'empare de tout ce qui a été créé dans les arts numériques de plus en plus, parce que l'idée c'est de faire une expérience client, une expérience produit, alors que les œuvres, le théâtre, les arts numériques, même ou les arts traditionnels, le but c'était vraiment de nous emmener dans un imaginaire et donc de nous faire vivre une expérience séparée. Et le philosophe Edmond Couchet a même identifié qu'on est dans l'expérience de l'expérience aujourd'hui, dans une forme beaucoup plus méta. C'est-à-dire, quand j'ai Instagram et que je vais filmer quelque chose que je vis qui est artistiquement fort ou intéressant, je vais avoir un plaisir qui va être décuplé du fait que je partage l'expérience que je vis. C'est les reacts d'une certaine façon. Voilà, aussi. c'est ça. Et donc, en fait, filmer sa réaction. C'est ça. Cette économie de l'expérience, on le fait tous. On témoigne au quotidien maintenant avec les réseaux sociaux. Et quelque part, le plaisir, si on nous prive de notre smartphone lorsqu'on va à un concert ou à un spectacle, il y a une frustration qui de fait, émerge souvent, quoi. Et en fait, on en oublie en fait que le but, c'est de vivre une expérience artistique qui nous sort de notre quotidien, notre confort, voilà, qui nous emmène ailleurs. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir avec quoi on crée cette expérience. Est-ce qu'on peut la faire avec des moyens beaucoup plus frugaux, simplifiés, etc. Peut-être puisqu'on prend un peu de perspective, j'aimerais, dernière question, et ensuite je vais laisser la parole au public. Que vous me disiez ce qui va devenir dans les prochains mois pour Sepir, pour tes activités, Jean-François, en l'occurrence en tant qu'artiste, pour Diversion Cinéma, par rapport au sujet qui nous intéresse évidemment. Quid des activités et des perspectives de structuration? Comment on passe à l'action ou à l'échelle maintenant? Voilà, la XR a la chance d'avoir l'appel à projet culture immersive et métavers, en fait, qui va permettre France 2030. Voilà, France 2030, qui va permettre de structurer la filière, parce que en fait, toutes les 80 à 90% des dépenses éligibles, elles vont dépendre en fait de la transition environnementale. Voilà, c'est-à-dire que les projets ne pourront se faire, il pourra y avoir des investissements, que si ça obéit vraiment à une logique de réduction d'impact, en fait, une logique de réduction d'impact, consommation d'eau, consommation d'énergie, réduction d'émissions de GES. Donc en fait, ça va accélérer très vite en fait la transition du secteur. Alors nous, dans Sepir, en fait, on a fait une modélisation prospective pour savoir quel va être l'impact, en fait, quels peuvent être les scénarios de la XR à 2030. Et en fait, on s'est rendu compte que cet appel à projet, il va permettre de passer de 48 kg de CO2 d'impact carbone d'utilisation de la XR à 39, en fait. Voilà. Donc ça a un effet très très important. Par habitant, par utilisateur de la XR, en fait. Et donc voilà, ça va avoir vraiment un effet, parce qu'il va y avoir notamment l'allongement de la durée de vie des casques, des devices, etc. Donc c'est une grande chance pour la XR. Les autres secteurs se sont emparés du thème de la transition écologique bien avant la XR. Et là, la XR, elle a la chance d'avoir ce véhicule pour transformer et pour financer sa transition qui est là. C'est une manne importante, en plus, c'est 260 millions d'euros. Voilà, et puis bon, voilà, il n'y aura pas un euro qui va être financé si ça n'obéit pas à une logique de réduction d'impact.
Je Donc, voulais c'est aussi beaucoup de chance. te questionner sur le fait que Sepir c'est une démarche très particulière, le fait d'avoir des studios du secteur du numérique et puis aussi de l'ESS avec la coopérative Carbone, on l'a dit tout à l'heure, et d'avoir travaillé avec pas mal d'acteurs historiques pour le coup, et notamment Shift Project, pour le citer peut-être le plus connu. Alors quid maintenant de la structuration, est-ce qu'on rend les choses plus politiques en disant voilà, on a les bilans, on a l'impact, on a le réseau, on est en train de parler entre nous, maintenant on passe à l'échelle davantage politique. Oula, C'est c'est une question compliquée, c'est une ça. responsabilité que je te mets. Ouais, Qui est pas grosse évidente. responsabilité. Bon, je fais pas de politique d'habitude. Non, c'est juste, nous, on est très pragmatique. On a plus une culture d'ingénieur. Les limites planétaires sont là. La XR, elle a tel impact. Il faut trouver un moyen de la faire rentrer dedans. Alors, c'est pas à nous de le dire. On n'est pas des politiques. On a fait des recommandations au pouvoir public qui sont dans les livrables Sepir, et c'est à eux de s'en emparer maintenant. Donc on a fait ce travail bien sûr pour qu'il y ait une réponse politique, mais voilà, maintenant ça ne nous concerne plus, quoi. Voilà, on a fait notre travail. C'est une belle esquive qu'on aurait pu prendre aussi sur il y a le politique et la politique. Pour le coup, de faire de la politique, il y a aussi cette notion de faire des choix dans les prochaines années. Est-ce que la XR est prioritaire par rapport à un autre secteur? Comment on la structure, etc. Quelles contraintes on pose? Bon, ça aurait pu être une réponse. Oui. Nous, en fait, on a besoin d'avoir une certaine objectivité quand même. En fait, nous, on donne des résultats d'impact, on donne des recommandations. Des fois, ça paraît un peu technocratique, mais on ne peut pas être juge et parti, et on ne peut pas non plus être trop au devant de la scène en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on a plus un rôle de conseiller et de pousser en fait les bonnes pratiques et les recommandations. Voilà. À titre personnel, je suis très curieux de voir ce que va devenir Sepir et l'évolution qu'il va prendre. Jean-François? Oui, alors je peux prendre un angle politique pour le coup, en disant que là, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de me projeter dans du long terme, voire très long terme. Je vais prendre un exemple concret. La Joconde, elle a 500 ans. Est-ce qu'une œuvre XR aujourd'hui, dans 500 ans, sera diffusable? Bon, la réponse est clairement non. Est-ce que tu vas évoquer le sujet de la conservation? C'est ça. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en tant que chercheur, l'un de mes objectifs, c'est d'étudier les choses sur des temporalités très longues. J'ai des collègues chercheurs dans le nucléaire. S'ils ne se posent pas des questions à 1000 ans, c'est dramatique, parce que la gestion des déchets, leur conservation ou leur enfouissement ou leur recyclage, là, pour le coup, va impacter l'humanité entière et les autres espèces. Et bon, bref, vous voyez le topo. En art, effectivement, on a moins de dangers imminents, je dirais, à ne pas traiter la question. Mais quand même, sur la santé mentale ou sur les imaginaires et ce qu'on transmet aux générations d'après, qu'est-ce qu'on conserve d'une œuvre XR, en fait? Et en fait, je pars de ce constat-là grâce au travail de collègues. Alors, si on peut afficher juste l'image que j'ai mise à l'écran, s'il vous plaît. C'est un projet qui a été conduit à la Bibliothèque nationale de France avec l'équipe INREV dont je fais partie. Et donc les collègues se sont posés la question, qu'est-ce qu'on conserve d'une œuvre d'art numérique? Et donc ça s'applique aussi à la XR. Est-ce que c'est toute la partie, l'histoire de la genèse de l'œuvre, le contexte avec les artistes, les groupes d'artistes qui se sont retrouvés, un peu comme les surréalistes. Voilà, quand on regarde dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu des groupes d'artistes qui se sont regroupés et ont créé des nouveaux courants artistiques, de nouveaux mouvements. Ensuite, comment l'œuvre a été créée. Donc, je peux faire un zoom sur l'aspect création. Donc, ça va aussi bien dans les étapes de conception que la réalisation effective de l'œuvre, le caractère, les logiciels mis en œuvre, etc. Et puis après, toute la chaîne où l'œuvre a été diffusée, est-ce qu'on conserve les moments, est-ce qu'on filme les spectateurs en train de tester l'œuvre, de l'activer, leur réaction? Qu'est-ce qu'on archive? Est-ce qu'on archive le logiciel, l'histoire, le scénario, etc., la vidéo des gens filmés, les retours des spectateurs, etc. Donc en fait, il y a tout un ensemble, toute une constellation. Et ça, c'est un poids écologique. C'est un point écologique, mais quelque part, quand on parle de durabilité, la question de la postérité, pour moi, est essentielle. C'est que l'œuvre doit être durable en termes de consommation à l'instant présent, aux années à venir. Est-ce qu'on peut la réactiver? Mais surtout, comment on la préserve le plus longtemps possible pour les générations suivantes, en fait. Landia de Sepir me disait que c'est le poste qui est exponentiel, enfin qui est continu en fait. Le poste carbone continu, l'idée de la conservation. À la BNF, on met une œuvre, elle est conservée
Et là, pour le coup, on n'a plus la main sur... Et j'ai juste une petite anecdote très rapide. Donc, vous connaissez Toy Story 1, le dessin animé en 3D. En fait, quand ils ont voulu faire le 2, ils ont perdu le master en fait, des fichiers qui a été fait sur Silicon Graphics. Et donc, en fait, ils ont payé pendant 6 mois une équipe pour essayer de retrouver les fichiers en fait, pour pouvoir le faire. Alors maintenant, en fait, l'archivage, par exemple, des films se fait de façon passive sur LTO, Linear Tape Open. En fait, c'est un support physique, il n'y a pas de consommation énergétique et on peut les ressortir. En fait, c'est qu'il faut garder les lecteurs et c'est la solution la plus durable. Merci pour ces précisions. Marc, les perspectives Ouais, les pour perspectives. Diversion Cinéma. Ouais, ben, pour nous, je pense qu'il y a un vrai travail, je pense, avec EcoProd, que j'aimerais bien lancer pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce qu'ils ont appréhendé le travail avec le secteur du cinéma et voir comment est-ce que nous, en tant que diffuseurs, puisqu'on est diffuseurs, distributeurs, comment est-ce qu'on peut appliquer ça chez nous. On est distributeur, on a une 50aine d'œuvres aujourd'hui qu'on représente à l'international, qu'on essaie de monétiser, qu'on essaie de diffuser le plus possible. Donc on est en rapport constant avec les créateurs et on doit leur demander en fait de commencer à réfléchir à ces aspects-là. Mais bon, c'est lié donc à EcoProd et au travail qu'a fait Sepir et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils soient conscients de l'impact qu'ils ont. Nous, on a toujours accompagné les créateurs pour leur donner des conseils pour faire en sorte que leur œuvre soit le plus vue possible. Vu qu'on est diffuseur, on est conscient de l'impact économique, enfin du coût de représentation d'une œuvre. Donc on les accompagne de ce côté-là. Il faudrait qu'on réussisse à devenir accompagnateur aussi sur l'impact. Parce qu'on a une position assez clé vu qu'on s'occupe à la fois d'aller chercher des œuvres qui vont être faites ou qui sont faites et de les accompagner dans leur vie, dans la présentation au public. Ça demande peut-être aussi de réfléchir à la question de la formation, pour le coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des filières de formation qui sont aujourd'hui, qui répondent à des besoins et qui justement peuvent peut-être à l'échelle des OPCO par exemple, ou Ouais. je sais pas, comment on fait aussi pour vous, professionnels, que vous puissiez être formés? Non, tout à fait. Merci pour cette question, parce qu'en fait, on est en train de développer notre activité de formation à la XR d'une façon générale, et clairement, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter à notre arc. On travaille avec plusieurs instituts également qui forment de façon plus générale sur la XR, et c'est des questions qu'il faut qu'on inclue. Et puis de la même façon que tu prenais l'exemple avec l'égalité femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles, il y a des référents égalité dans les entreprises. Il pourrait y avoir des référents impacts environnementaux dans le secteur de la XR. Oui. Peut-être que je rêve. Hein. Ce qu'on aperçoit, c'est que en fait, chaque secteur, quand il commence à entamer sa mue et sa transition, il y a toujours une partie en fait, des professionnels mais qui s'emparent du thème et qui, à côté des experts environnementaux stricto sensu, ils vont créer justement un véhicule, un moyen juste pour propager, pour propager la connaissance. Donc là, c'est ce que propose faire Marc. Nous, ce qu'on fait aussi à notre niveau à Sepir, et je trouve ça très bien en fait. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une rencontre entre tous, entre les professionnels, les spécialistes de l'environnement, les chercheurs, le public. Voilà, c'est un travail en commun. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut qu'on travaille tous main dans la main et sur un pied d'égalité pour qu'on ait une XR qui soit belle, utile, qui satisfasse les besoins sociétaux et qui soit compatible avec les limites planétaires. Donc si la question était une œuvre XR est-elle compatible avec les enjeux environnementaux, on dirait oui, mais peut-être. Oui, mais c'est possible. Je vais passer le micro dans le public et puis parlez bien dans le micro. Merci beaucoup pour ce panel, c'était très intéressant. C'est la première fois que j'écoute un panel sur ce sujet et en effet ça donne beaucoup de réponses. Moi je suis une ancienne étudiante en ingénierie 3D. J'ai découvert la réalité virtuelle grâce à Diversion Cinéma, notamment en 2016, au Paris VR Festival à l'époque.
Et en fait, quand j'ai fait mes études en ingénierie, jamais on a parlé de tous ces sujets-là. Donc c'était très productiviste, puis la santé mentale, on oublie. Et moi, justement, ça m'a fait partir en fait, du monde de la production, c'est-à-dire qu'après, je me suis orientée vers de l'exploitation cinématographique pour MK2. Du coup, on exploitait des œuvres immersives. Après, je suis allée dans les festivals, où pareil, on s'en foutait un peu de... Enfin voilà, comme d'hab, quoi. Et aujourd'hui, je vois cet effet de mode dans les festivals, notamment sur ces panels. Et je me dis, donc, pour les prochains ingénieurs, pour les prochains artistes, aujourd'hui, mais aussi en tant que jeune professionnel de mon côté, qui organise des événements, qui s'intéresse à la production immersive, aujourd'hui, quelle est la méthodologie pour continuer à avancer en prenant en compte vos recommandations, parce qu'au final, les politiques, comme vous le savez, je ne suis pas sûre que ça va bouger très vite de leur côté. Voilà, c'est ça ma question. Dans le CEPIR, on a fait un peu un précis d'éco-conception des œuvres. Et ce qui est vraiment génial, parce que j'avais participé à d'autres, c'est que là, c'est un studio qui s'appelle Novelab, qui a vraiment testé chacune des méthodes. Et on ne les a pas exprimées en termes de solutions, mais en termes de problèmes principaux. Et comment est-ce qu'on pouvait les adresser de la façon la moins impactante possible. Donc c'est très, très opérationnel, très technique, et c'est vraiment chouette. Je crois que ça n'avait jamais été fait. Et puis après, voilà, il faut essayer de se poser la question, est-ce que ce que je fais est utile ? Ce n'est pas parce que ça va être éco-conçu, éco-distribué que c'est souhaitable aussi. Donc c'est vraiment interroger sa pratique professionnelle. Et puis après, Jean-François, il parlait, est-ce qu'il faut bifurquer ? Moi, chaque année, j'ai 2 ou 3 étudiants sur 20. Ils partent vraiment sur une logique plus environnementale. Et il ne se passe pas un mois sans que je sois sollicité pour aider un étudiant sur des mémoires, sur l'éco-production, sur comment concilier la création artistique et la réduction des impacts. Donc, en fait, c'est un chemin difficile, très difficile, mais que chacun d'entre nous doit entreprendre. Et il faut que ce soit vous qui trouviez votre angle d'attaque, parce que vous êtes ingénieur, donc utilisez peut-être langue ingénierie. Voilà, il faut pas oublier ce que vous avez fait avant, mais essayez d'utiliser cet angle et cette multiplicité d'expériences que vous avez eues, peut-être pour intégrer le futur mouvement de marque sur la réduction de l'impact de la XR. Elle est là. Voilà, donc ça pourrait être super, votre expérience pourrait être très intéressante. Mais voilà, c'est à chacun de nous d'apporter notre singularité, nos compétences à ce combat-là. Mais donc, est-ce que vous invitez, vu que, j'ai entendu que Jean-François, vous étiez à Paris 8, quelles sont les formations aujourd'hui, à la fois où, moi par exemple, je m'auto-forme, après, est-ce que vous invitez les professionnels justement à intervenir plus en école, que ce soit en école d'ingénierie, en école d'art, peu importe. Quels sont les programmes de formation qui proposent ça aujourd'hui ? Alors, dans le cadre de ma formation, c'est un master en création numérique et c'est de notre initiative qu'on est en train de changer nos maquettes pédagogiques pour les prochaines années, pour pouvoir inclure ces questions éco-responsables en tout cas. Après, il y a des masters qui existent déjà, qui sont soit intermasters, donc c'est des masters transdisciplinaires. Je sais qu'à Montpellier 3, à Paul Valéry, il y a un master sur la question écologique qui s'est ouvert, qui touche à plein de disciplines. Donc il peut y avoir de l'ingénierie, mais il y a aussi sciences sociales, philosophie, botanique éventuellement. Enfin, c'est pour ouvrir l'esprit en fait. Donc ça peut être pris comme formation en tant que candidat libre, mais on peut aussi faire une formation continue pendant la vie. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de masters qui se montent là-dessus, en tout cas à ma connaissance. Niveau licence, c'est un peu moins présent encore parce que c'est des formations plus initiales, moins expertes. Et ensuite, pour compléter la réponse de Benoît, qui était excellente pour le coup, vis-à-vis de comment se positionner par rapport en tant qu'ingénieur face à ces enjeux, ce que j'ai pu discuter avec certains étudiants et étudiantes de mon master, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser ou être dans l'éco-anxiété permanente parce qu'en fait, ça démobilise beaucoup. Et ce n'est pas à des étudiants et étudiantes de subir le poids d'un système productiviste, capitaliste. En fait. C'est qu'on sait très bien qu'à la sortie de l'école ou d'université, on a besoin de travailler. Et donc on prend souvent l'offre d'emploi qui est la plus en phase avec au moins nos aptitudes ou notre localité. Et ensuite, par contre, d'avoir en tête que c'est possible de bifurquer, de faire des pauses d'ermitage,
de peut-être travailler dans des sociétés plus éco-responsables. Ça, après, c'est notre choix. Et en fait, il faut se donner le temps de le faire. Mais il ne faut pas tout de suite, pour moi, se culpabiliser, voilà, ou se stresser. Parce que c'est notre système tout entier on hérite d'un système productiviste. Et de changer les choses, ça va se faire collectivement, progressivement. Voilà, et de l'avoir en tête, je pense que c'est déjà une grosse première étape. Sorry, do you speak English? Yes. Okay, I use the Google Translator for all the events, so I hope I understood it right. Yeah, my name is Maxim Khrushchev. I'm working as a sound designer, and I also invite you to see our show Shift here at the Planetarium. And for you, I have a question because I'm working as a sound designer for electric vehicles, and I understand that XR, it's probably not only the visual, it's maybe also about the sound also, because for example we creating engine sound and some kind of UI UX sound to help also to make more interest for people who want to change the cars, like also in European Union it's not possible to produce combustion engine cars in 10 years I think. And here and here I think I as an artist can contribute to the kind of to the people, to the world, to make it more ecological friendly. And I also heard that BASF, for example, given like hundreds of thousands € to musicians and to people of art to make their to develop their art. And next big show will be like in a month, but here I don't think that it can really help BASF become more carbon neutral or ecological, like eco-friendly. They just spend in taxes to support musicians and like people in art. And here I have a question to you. How do you think, what type of art and what type of artist can become this part of XR thing? And maybe what is the most most productive ways how to make like our everyday life more ecological friendly, more carbon neutral with this technology? Yeah, thank you. So thank you for your questions. Actually, to make, in terms of daily practice, I think the do it yourself or do it together could be an interesting option for artists. Even if XR is quite hard to create by yourself, because hardware and software are very complex to design. But I can cite an example of, in fact, when we talk about XR, of course it includes spatial audio and real-time audio, because it's mostly visual XR, but you also have to, you can also work with the sound and also explore haptics, physics, how your body feels, hardware, pressure, materials, so on, and heat. So you can also work with this kind of devices. So XR is more wide than just visuals. So of course it includes audio artists. And also when we talk about XR, we talk about, for instance, video mapping and interactive video mapping, for instance, when you control the image in real time. And I can talk about a collective who is called Oye. They are French, and they are creating projectors with analog technologies, revisiting the video mapping which was used using computers. So they keep the same aesthetics, but they try to do it more in a more simple way. And they create their own devices with LED projectors, and they draw in real time on the buildings. So it's another kind of interactivity. It's no more using digital technologies, but it reuses completely the aesthetics and the concept of digital video mapping. So that could be a kind of a shift, a radical shift, but it's mixing do-it-yourself, performance, and also the audience can play with you and perform with you on the building. So this is one initiative, a recent one, which is mixing these ideas. So you are proficient in sound. So maybe you have a particular skill,
and you have to find new way, in fact, to mitigate the impact of your work. Every year, the first thing I tell to my I say to my student is, so now we are in 2023, and you will have constantly to find new ways to decrease the impact of the pipelines of digital creation till the end of your working life. So you have to learn more. You can learn by yourself about the environmental impact, and you use your special skill on sound to find new ways to innovate, to mitigate the impact, like the guys Oye, like the guys Oye. It's very interesting. So you maybe envision a low-tech practices or ways to decrease the impact. But use your background, learn about the environmental impact, and find your own solution, and disseminate the solution you find to your sectors, all around you. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde, c'était très instructif. Moi, j'ai une question qui peut amener un débat assez long. J'imagine qu'on n'aura pas le temps d'explorer tout ça aujourd'hui. Mais Jean-François, vous parliez du coup de l'écologie mentale qui est nécessaire avant l'éco-responsabilité, en tout cas avant cette question-là. Vous disiez également que l'art est nécessaire à cette écologie mentale, que ça fait partie en fait de tout ça. Et la question, donc en fait j'ai deux questions, c'est en fait si cette création est énergivore, est-ce que c'est bien productif finalement Et il y a l'autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la légitimité d'artistes d'utiliser des moyens très énergivores pour incarner un discours écologique ou éco-responsable. Est-ce que l'impact du discours prévaut aux moyens ? Quel est l'impact en fait de ce discours-là par rapport à l'impact qu'il a dans son coût écologique ? Et est-ce qu'il y a eu des moyens de le mesurer ? Alors, en fait, de tout temps, les artistes ont toujours traité la question écologique, alors de différentes formes. On peut prendre les grottes ornées. C'était l'approche naturaliste. On dépeint la nature parce qu'on est émerveillé par elle, etc. Et on veut la transmettre aux autres. En plus, il y a eu entre les grottes très connues comme Chauvet ou Lascaux, il y a eu entre-temps le fait qu'on ait eu l'agriculture et la domestication. Et donc même le rapport à la nature a déjà changé entre Chauvet et Lascaux. Parce que d'un coup, l'animal, on était fasciné par lui et on le vénérait pour potentiellement pouvoir mieux le chasser et se nourrir. Et plus tard, c'est juste le dépeindre parce qu'il est beau éventuellement et parce qu'on a maîtrisé la nature. Donc rien que là, déjà, il y a un rapport de l'humanité à la nature qui a pas mal changé la donne, on va dire. Et depuis, on a des approches beaucoup plus écologiques, écologistes, écosophistes. Alors, je vais détailler les trois. Des approches écologiques, c'est des artistes qui vont sensibiliser à la question écologique. Les artistes écologistes, là, ils auront une approche beaucoup plus activiste. Donc, c'est plutôt faire des choses de terrain, de condamnation, etc., de sabotage, éventuellement. Et les artistes écosophistes, c'est les artistes qui essaient de sensibiliser à l'écologie de façon plus large, de manière mentale, collective, avec des ateliers avec du jeune public, par exemple, etc. Donc, il y a plein d'approches et il y a aussi des paradoxes. Donc, je vais prendre l'exemple de Olafur Eliasson, qui est un artiste contemporain, qui pour la COP à Paris avait fait venir du Groenland, il me semble, un iceberg en cargo. Donc déjà, faire découper un iceberg, le faire venir en cargo qui utilise du pétrole, le faire venir ensuite en camion, tout ça pour le découper en 12 devant le Panthéon à Paris. Et donc il a disposé les 12 blocs de glace pour faire une horloge qui symbolisait le temps qui passe avant qu'on arrive à un point de non-retour. Et donc sa démarche, c'est de façon hyper polluante et complètement scandaleuse, donner à voir finalement sans limite l'impact de l'activité humaine et donc les gens, le public se pressait pour venir voir les icebergs fondre. Ça devait durer une semaine, ça a duré 3 jours. Parce qu'en plus il faisait très chaud à cette période-là de la COP à Paris. Donc
effectivement, c'est complètement paradoxal et on se dit mais c'est quoi on se moque de nous quelque part. Mais en fait, les artistes, je préfère qu'un artiste fasse ça et qu'on soit choqué, sensibilisé et qu'on en parle ensuite, que quelque part on continue des démarches industrielles massivement polluantes mais invisibilisées. Donc quelque part les discours artistiques sont un des moyens de pouvoir le faire. C'est sûr que la question éthique toujours va planer, mais pour moi il semble essentiel que les artistes aient une parole libre et des façons de penser complètement alternatives, décalées, des moyens parfois légalement discutables en fonction des pays, mais le but de l'artiste c'est quand même de prendre la température du monde, de montrer, c'est d'être sensible, en fait, de sentir les choses à l'instant présent et aussi de sentir ce qui arrive dans le futur. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, c'est un paradoxe, mais je pense qu'il est nécessaire. Très court, une réponse très courte. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour EcoProd en 2011, en fait, les producteurs, ils nous disaient non, on ne peut pas réduire l'impact parce que ça brise notre liberté artistique. Donc, les producteurs dans l'audiovisuel, ce n'est pas des artistes, hein, mais ils invoquaient ça tout le temps, ça brise notre liberté artistique. Donc, moi, je pense qu'un artiste doit être un trublion, mais il n'est pas en dehors du monde aussi. Donc, si lui aussi pouvait se renseigner, savoir quel est son impact, ça serait bien aussi. On va conclure par ces mots. Je vous invite à échanger peut-être avec les invités si vous le souhaitez. Marc, Jean-François, Benoît, merci pour ces échanges. Et bon courage dans la structuration et le sujet qui nous intéresse pour les mois à venir. Merci. Les années, les décennies. C'est ça.